Podtaf. 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 Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi c'est Sarah, On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti Laura, t'es prête? Oui. Et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bienvenue Tiffaine Corvez, tu es chocolatière. Oui, tout à fait. Bienvenue sur Podtaf. Est-ce que tu peux nous raconter ton métier? Oui, je peux vous raconter mon métier. Je suis chocolatière. Mon métier, il consiste pas à transformer la fève de cacao en chocolat. Il y a des chocolatiers qui le font, mais la plupart ne le font pas. Mon métier, il consiste à transformer le chocolat en bonbons de chocolat. Et en fait, on n'est même pas juste chocolatier, on est chocolatier confiseur. Et même biscuitier, dans notre convention collective, il y a aussi biscuitier, mais on est peu à faire des biscuits. Et donc, du coup, notre métier, c'est vraiment en fait de créer des confiseries et de transformer le chocolat en bonbons de chocolat, en tablettes, en moulage au moment de Pâques, par exemple, ou même on fait aussi des sujets en chocolat à Noël. Et donc, ça va vraiment être de créer des gourmandises à partir du chocolat. Nous, on reçoit directement le chocolat. Il y a des étapes qui sont faites avant. La première étape, ça va être donc sur les plantations, la fermentation. La fermentation, tout le chocolat n'est pas fermenté, mais il y a une partie du chocolat, le chocolat industriel que vous allez retrouver par exemple dans les gâteaux au chocolat que vous allez acheter en grande surface, tout ça, c'est du chocolat qui ne va pas être fermenté. Le chocolat vraiment de qualité, il faut qu'il soit fermenté parce que c'est ça qui va permettre au chocolat de dégager tous ces précurseurs aromatiques qui vont faire qu'on va sentir un bon chocolat. C'est comme un bon vin, on peut sentir des notes boisées, des notes fruitées dedans. Et donc c'est grâce à la fermentation qu'on peut sentir tout ça. Donc la fermentation, ça va se placer sur les plantations, enfin dans les coopératives. On va mettre le chocolat dans des bacs en bois, tapissés de feuilles de bananier. Et en fait, sur les feuilles de bananier, il y a une petite couche un peu blanche poudreuse. C'est des levures. Et en fait, les levures associées au sucre de la chair du fruit, parce qu'en fait, la fève de cacao, c'est des graines, mais autour des graines, quand on ouvre le fruit, il y a de la chair. Et donc, cette chair s'appelle le mucilage. Et les levures associées au sucre du mucilage, eh ben, ça va enclencher une fermentation. Et donc, cette fermentation, elle est un peu complexe. Il y a même 3 fermentations qui se font. On va passer les détails. Une fois que la fève de cacao est correctement fermentée, on va la mettre à sécher. Ça se passe aussi dans les coopératives, dans les pays producteurs. Donc, on les fait sécher sur des grandes claies en bambou, souvent, à l'air libre, mi-ombre. Faut pas qu'il y ait trop de soleil non plus, parce que sinon, on commence directement la torréfaction et c'est pas ce qu'on veut à ce moment-là. Parfois, le chocolat est transformé directement dans les pays producteurs, c'est pas la majorité. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça laisse la valeur ajoutée dans les pays producteurs et ça m'intéresse beaucoup. Donc l'étape suivante, ça va être la torréfaction. Donc là, les fèves de cacao, elles sont arrivées dans leur nouvelle usine. On va les torréfier, donc comme on torréfie le café. Et ensuite, on va les broyer et on va les mettre dans ce qu'on appelle une conche. La conche, c'est quelque chose avec des grosses roues en pierre, en fait, qui va broyer très, 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 très finement le chocolat. Donc là, on va avoir une sorte de pâte de cacao. Donc soit on la garde comme ça, on rajoute du sucre si on veut faire du chocolat noir, et du sucre et de la poudre de lait si on veut faire du chocolat au lait. Mais on peut aussi faire, si on veut, du beurre de cacao. À ce moment-là, on va prendre notre pâte de cacao et on va la presser très, 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 très fort. Et là, on va avoir d'un côté le beurre de cacao qui va couler. Donc en fait, on appelle ça beurre de cacao, mais c'est pas du beurre, en fait, c'est de l'huile. C'est une huile végétale, voilà. Et de l'autre côté, on va récupérer une masse très compacte qu'on va rebroyer à nouveau pour faire de la poudre de cacao. Et donc pour faire du chocolat,
On a besoin de cette masse de cacao à laquelle on va rajouter du sucre, mais on est aussi obligé, pour faire du chocolat comme nous on l'utilise dans nos pays tempérés, de rajouter du beurre de cacao dedans. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas couper l'étape de beurre de cacao. Il y a une partie de la production mondiale de fèves de cacao qui est entièrement dédiée à la production de beurre de cacao. Surtout que le beurre de cacao, on l'utilise dans plein d'autres trucs aussi. Et pour le chocolat blanc, si vous vous posez la question, c'est uniquement du beurre de cacao avec de la poudre de lait et du sucre. Tu sources comment tes chocolats, tes fèves? Alors moi je travaille avec plusieurs fournisseurs, donc comme je disais, toute cette étape-là que je viens de vous décrire, moi je la fais pas. J'ai des confrères et des consoeurs qui le font. Ça demande pas mal d'investissement en matériel, un savoir-faire aussi qu'on n'a pas forcément, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend quand on passe un CAP chocolatier confiseur. On apprend la théorie, mais on n'apprend pas la pratique. Donc moi ça j'ai fait le choix de pas le faire. En revanche, je travaille avec Etikable, qui s'est ouvert il y a pas longtemps aux professionnels et qui propose des origines vraiment intéressantes. Et eux, j'aime bien leur façon de faire parce que l'entreprise elle-même, donc l'entreprise française, c'est une coopérative. Donc au sein de l'entreprise, déjà, il y a un repartage de la valeur avec les salariés en France. Et en plus de ça, ils sont bio. Et il y a un vrai travail avec les coopératives dans les pays producteurs pour qu'ils puissent améliorer à la fois leur qualité mais aussi leur rendement. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Je travaille aussi avec Valrhona. C'est une entreprise qui a une belle éthique. Gustativement, ils sont très très forts. Ils font des chocolats pour moi qui sont vraiment excellents. Et sinon, je travaille aussi avec une toute petite entreprise qui s'appelle Xoco. Et eux, ce qui m'intéresse chez eux, c'est que justement, toute la masse de cacao est produite dans les pays producteurs. Et ça permet de générer plus de PIB dans ces pays-là. Et je trouve ça intéressant. Tu choisis donc tes fournisseurs en fonction de ces codes éthiques? Ouais, je choisis mes fournisseurs à la fois en fonction des codes éthiques et aussi en fonction de la qualité gustative. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le côté un peu sombre du chocolat? Pour ce qui est du côté un peu sombre du chocolat, il y a des problématiques de déforestation dans certains pays. Il va y avoir des problématiques aussi dans certains pays de travail des enfants. On parle aussi beaucoup que le chocolat consomme beaucoup d'eau. Et aussi le fait qu'il soit... ça vient de loin. Voilà, donc, comment ce que on fait venir ce cacao? J'y En avion? Ouais. Alors non, la plupart du cacao est pas du tout transporté en avion, mais en bateau. Il y a d'ailleurs une entreprise qui est très très belle que je suis allée visiter il y a pas longtemps qui s'appelle Grain Sail en Bretagne et ils ont une éthique de A à Z. Ils ont une cohérence dans leur façon de faire et de travailler qui m'a absolument soufflé franchement. Mais le eux chocolat vraiment, est fabuleux. Grain de Sail, ouais. l'histoire est dingue. En fait, les créateurs de Grain Sail, à la base, ils sont dans la marine. En fait, ils ont créé Grain Sail pour avoir des choses à aller chercher avec leur voilier, en fait. C'était pour finir de remplir leur voilier, en fait, à la base, qu'ils ont créé ça. C'est quoi une journée type pour toi de chocolatière? Alors, une journée type de chocolatière ou chocolatier, ça va être d'arriver à l'atelier et puis après, en fonction un peu de la saison, on va faire des choses différentes. Donc, si on se rapproche de Pâques, on va plutôt faire du moulage. Si on est à Noël, on va plutôt faire des bonbons de chocolat. Donc ça, c'est en fait, la journée type, elle change un peu tout au long de la saison. Donc d'abord, on va faire fondre le chocolat. On a des machines qui nous mettent notre chocolat à la bonne température, parce qu'en fait, le chocolat, ça se travaille pas comme ça. Il faut qu'il fasse une courbe de température. Ce qui permet d'avoir un chocolat qu'on appelle tempéré. Donc un chocolat tempéré, c'est un chocolat qui fond pas trop vite dans les doigts, qui est cassant. Quand on le casse, on entend vraiment un petit clac, il n'est pas un peu mou. Et qui va garder sa belle couleur brune et qui ne va pas blanchir. Et donc, une fois qu'on l'a mis à température, c'est là qu'on peut commencer à le travailler. Donc effectivement, on va le mettre dans des moules si on fait des moulages ou des tablettes. Et si on a une machine en fait qui nous le met à température, et cette machine, elle va nous permettre aussi de faire ce qu'on appelle de l'enrobage. Donc l'enrobage, c'est quand on a par exemple une orangette. Et donc cette écorce d'orange confite, on va la passer sur un petit tapis.
Et elle va passer sous une sorte de fontaine de chocolat dans la machine. Et ensuite sous un ventilateur pour enlever le surplus de chocolat. Et elle va ressortir de l'autre côté, tout enrobée de chocolat. Et après, il y a tout ce qui va être bonbons de chocolat. Donc les bonbons de chocolat, là, ça va être... en fait, on va faire... Nous, essentiellement, on fait de la ganache, mais on peut aussi faire du praliné. C'est 2 choses différentes. Donc la ganache, ça va être du chocolat mélangé à de la crème. Pour donner des goûts à nos ganaches, on va vraiment travailler uniquement sur de l'infusion. Ou pour les ganaches aux fruits, on va utiliser de la pulpe de fruits. Et ensuite, on va les couler dans des cadres. On va laisser les cadres refroidir tranquillement au frigo pour qu'ils durcissent un peu. Le lendemain, on va les couper en petits carrés avec un outil qui s'appelle une guitare. C'est comme une sorte de cadre avec plein de fils à couper le beurre, en fait, et ça va nous permettre de couper notre ganache qui va être ferme, mais pas dure et cassante comme du chocolat, parce qu'on la mélange avec de la crème. Et donc ensuite, une fois qu'on a coupé ces petits carrés, on va les passer donc dans notre enrobeuse. Ils vont se baigner dans le chocolat, se faire enrober de chocolat, et puis de l'autre côté de la machine, ils sortent, et là, on va pouvoir faire nos petits décors dessus pour pouvoir reconnaître les parfums. Et voilà, après, sinon aussi, il y a tout ce qui est praliné. Donc, le praliné, c'est complètement différent de la ganache. Classiquement, on va dire, c'est des amandes et des noisettes qui vont être caramélisées et broyées. Et on va ensuite venir les mélanger avec un peu de chocolat ou un peu de beurre de cacao pour durcir la préparation et qu'on puisse la découper en carrés comme on fait avec les ganaches et les enrober. Et après, maintenant, aujourd'hui, le praliné, on peut le faire avec plein d'autres choses. On a quand même une base d'amandes ou de noisettes, mais on va rajouter du sésame, du sarrasin. Là, en ce moment, pour la Saint-Valentin, on fait un praliné popcorn. D'ailleurs, est-ce qu'il faut garder le chocolat au frigo ou à température ambiante? Parce que c'est un vrai débat. Alors, le chocolat, l'ennemi numéro 1 du chocolat, c'est l'humidité. Et un frigo, c'est quand même assez humide. D'autant plus que un chocolat frais, on va beaucoup moins sentir les arômes. Plus le chocolat est chaud et plus les arômes vont se développer. Donc oui, vraiment, le chocolat à température ambiante, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Est-ce que c'est toi qui inventes ces recettes? Oui, tout à fait. Ouais, les recettes, à la base, c'est moi qui les inventais. Maintenant, on est une équipe dans mon entreprise. On est 8. Ils sont 4 ou 5 au labo. Du coup, quand je veux créer des nouvelles recettes, maintenant, je leur dis « Hey, j'ai une idée de nouvelles recettes, ça vous dirait pas de bosser dessus ?» Est-ce que tu as une gamme sans lactose? Végétale, végane, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le pire cauchemar d'une chocolatière? C'est pas tant le pire cauchemar d'une chocolatière. Tout ce qui va être chocolat pur, chocolat noir pur, voilà, on est tranquille, il n'y a pas de lactose. Nous, on fait une tablette aussi de chocolat au lait d'amande. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude, mais c'est super intéressant et ça permet qu'il n'y ait pas de lactose dedans. Si tu devais faire un top 3 de tes plus belles recettes, évidemment sans divulguer les ingrédients secrets. Je crois que mon top 3, c'est verveine, citron vert et framboise. Et pareil, les 3 en chocolat noir. Où se situe le marché du chocolat français par rapport à nos chers voisins suisses et belges? Waouh. Question pointue. Je sais que les chocolats français sont beaucoup moins gras. On mange beaucoup plus de chocolat noir en France que dans les pays, en Belgique et en Suisse. Après, moi, je suis pas objective, mais moi, je vais dire que le chocolat français, il est bien meilleur que le chocolat... Surtout celui de Fontenay-aux-Roses. Surtout celui de Fontenay-aux-Roses. Non, mais c'est vrai, parfois, j'ai des clients qui arrivent et qui disent « Oh là là, je viens de Belgique, c'est le pays du chocolat et tout. » Et moi, je suis un peu là, genre, en mode « Ouais, non, les chocolats belges, ils sont hyper gras. » Je vais pas me mettre à dos mes confrères et mes consoeurs belges, hein, mais voilà. Donc là, tu nous as parlé des différentes étapes pour créer ton chocolat. Aujourd'hui, c'est ton entreprise que tu as depuis combien d'années déjà? Alors, mon entreprise, je l'ai depuis 2012, donc ça fait du coup 14 ans. C'est énorme. Ouais, j'ai créé l'entreprise, j'avais 24 ans, donc j'étais vraiment toute jeune. Tout à l'heure, je vous ai parlé du quotidien d'un chocolatier. Moi, je suis plus trop chocolatière, maintenant je suis patronne. C'est un peu différent. Donc oui, en fait, moi, mon rôle, c'est d'être complètement polyvalente. Donc je peux être amenée à aller en production s'il y a besoin, mais je peux aussi être amenée à aller
en vente, tenir la boutique s'il y a besoin, faire de l'emballage ou, encore une fois, faire tout ce qui va être ce que j'appelle la paperasserie, qui va être Qui tâche fait un peu moins administrative. rêver que le praliné. Qui fait un peu moins rêver, après qui peut être intéressante par certains aspects. Est-ce qu'on peut revenir sur le passé? Comment tu as eu envie de devenir chocolatière? Comment t'es tombée dans le chocolat, Tiffany? Alors à la base, j'étais pas du tout destinée à ça. Mes parents, ils m'ont plus ou moins forcé à faire un bac général scientifique. Enfin, ils nous ont toujours dit à ma sœur et moi, fais un bac S et après tu pourras faire tout ce que tu veux. Sauf qu'après un bac S, je voyais pas trop ce que je pouvais faire à part la prépa, médecine ou la fac. Et la fac, pour moi, c'était en bio parce que la physique et les maths, c'était pas mon truc. Il y avait que les SVT qui me plaisaient. Et à l'époque, je me disais, oh, fac de bio, il n'y a aucun débouché, ça va pas le faire. Du coup, j'ai fait médecine, mais ça m'a pas du tout convenu non plus. Et quand je me suis vraiment rendu compte que ça allait pas, j'ai réfléchi à ce qui pouvait me plaire. Et c'est vrai que, en fait, monter ma chocolaterie, c'était un peu un rêve de gamine. Je me souviens qu'on en parlait avec les copines, on l'imaginait comment ça pourrait être. Mon projet à la base, c'était de créer une chocolaterie, bibliothèque, salon de thé. Ouais, c'était un peu un rêve de gamine et notamment qui m'était venu suite à... J'avais vu un film qui s'appelle Le Chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est qu'en fait, elle arrive dans cette petite ville un peu triste au moment du carême. Elle monte sa chocolaterie, elle est mal vue de tout le monde, mais en fait, petit à petit, elle apporte du bonheur et de la joie aux gens. Et en fait, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, oh, mais c'est ça que je veux faire. Et c'était un peu mon mojo, quoi, apporter du bonheur aux gens. Je fais le lien avec la médecine, parce que dans ce film-là, Juliette Binoche guérit les maux des gens par le chocolat. Et donc du coup, t'as ce rêve-là, mais comment tu le concrétises? Est-ce que tu fais une formation? Ouais, donc du coup j'étais en médecine et et finalement je finis par en parler à mes parents en leur disant non mais c'est pas possible, en fait moi j'ai envie de devenir chocolatière quoi. Alors bon, ça va parce que mon père il était cuisinier donc ça permettait d'avoir déjà un pied dans le milieu. Et donc il m'a dit fais d'abord une formation cuisinier parce qu'un cuisinier il peut tout faire alors qu'un chocolatier il peut faire que du chocolat. Tu trouveras toujours du travail si t'es cuisinière. Du coup, comme j'avais déjà le bac, j'ai fait un CAP cuisine en 1 an. Et après, j'ai fait un CAP chocolatier-confiseur en 1 an aussi. Dans quelle école c'était? Alors, à l'époque, le CAP cuisine, c'était à Ferrandi. Le CAP choco, c'était à Tecoma. Je crois que Tecoma, ça a changé de nom. Ça a joué en Josas, c'est ça? Ouais, ça a joué en Josas, ouais. Et donc ensuite, t'as fini ton diplôme, tu n'as pas créé ta boîte tout de suite. Donc t'as eu des expériences pour te former. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, tout à fait. Donc, déjà, mon CAP, c'était en alternance, hein, donc j'avais quand même un pied dans l'entreprise. Ensuite, j'ai été travailler pendant un peu moins d'1 an chez Jacques Genin à Paris. Et après, j'ai travaillé pendant, pareil, un peu moins d'1 an chez une chocolaterie qui s'appelait à l'époque Adrien et Chocolat à Savigny-sur-Orge. Dans Podtaf, on aime bien poser une question assez drôle. Est-ce que tu as déjà fait une grosse bourde dans toute ta carrière de chocolatière? Quand je bossais chez Adrien et Chocolat, ils avaient des énormes fondoirs. C'est des sortes de grosses cuves en fait, mais genre vraiment qui font 1,50 m de haut, quoi. Même plus, 1,70 m de haut. Et qu'on remplissait de chocolat pour que le chocolat soit fondu, pour toujours avoir du chocolat fondu pour pouvoir remplir les machines plus facilement. Et en fait, il y avait une sorte de petit robinet sous le fondoir pour pouvoir récupérer le chocolat. Et donc, on mettait des bacs sous le robinet et donc on remplissait le bac et on allait remplir la machine et on mettait un autre bac. Comme ça, le temps qu'on remplisse la machine, l'autre bac se remplissait. Et un jour, j'ai oublié de fermer le robinet, et donc le lendemain matin... Inondation de chocolat. Ouais. Wow. Moment de solitude. Piscine de chocolat. C'est plus la fontaine, là. C'est Willy Wonka, là. Ouais. Et du coup, Sacrée bourde. Bien joué. Et donc, comment tu t'es dépatouillée de tout ça? Ils t'en ont voulu ou... Non, ça va, franchement, ils ont été sympas. Enfin, moi, j'étais mortifiée. Mais non, ils m'ont pas... Il n'y a pas eu de conséquences. T'as nettoyé et ça s'est arrêté là. Voilà, c'est ça. Heureusement, le fondoir était pas hyper rempli. C'était la fin du fondoir, donc il n'y en a pas tant que ça qui a coulé. Ça aurait pu être pire. Ouais, ça aurait pu être pire, ouais.
Est-ce que tes amis, ta famille, ils t'harcèlent pour manger du chocolat gratuitement? Non. Non, c'est plutôt l'inverse. Genre, je sais que ma sœur, elle vient... Donc j'ai 2 boutiques. J'ai une boutique à Fontenay-aux-Roses où il y a le labo de production, mon bureau et voilà, tout ça. Et j'ai une autre boutique à Cachan, en fait, du coup, où je suis jamais parce que, en fait, tout se fait à Fontenay. Et ben ma sœur, quand elle veut acheter du chocolat, elle va à la boutique de Cachan Pour pas te croiser. pour pas que je lui en offre ou que je lui fasse de remise, en fait. Trop gentil. C'est pareil, j'ai un de mes vendeurs qui m'a dit que sa belle-mère, elle faisait la même chose. Elle faisait exprès de venir acheter du chocolat les jours où il était à l'autre boutique pour pas avoir de remise. C'est trop mignon. Et souvent c'est pareil, ma grand-mère, quand je lui fais une remise, elle me dit « Oh mais non !» Enfin, donc non, c'est plutôt l'inverse. Et est-ce que tu as un souvenir d'enfance avec le chocolat qui, si tu fermes les yeux, qui te ramène en arrière? Moi, je mangeais de la pâte à tartiner tous les matins au petit-déj dans un petit pain au lait. Et ma mère faisait les courses le vendredi. Et le jeudi soir, mon père, il prenait le pot de pâte à tartiner et il le finissait. Mais quand je dis qu'il le finissait... Plus une miette. Ah ouais, vraiment, il raclait le couteau sur les bords du pot de pâte à tartiner. Le truc, on avait l'impression qu'il était passé au lave-vaisselle. Et du coup, le vendredi matin, je me retrouvais toujours sans pâte à tartiner. Et ça me faisait complètement câbler. Et j'engueulais ma mère. Je disais, ouais, papa, il a encore fini le pot de pâte à tartiner hier soir devant la télé. J'ai plus rien à manger ce matin. Et donc, c'était un peu la guerre de la pâte à tartiner à la maison. Voilà. C'est pour ça que maintenant, tu as toujours du chocolat à disposition. Ouais, pour que tes enfants n'aient pas ce traumatisme. Alors moi, j'ai toujours un pot de pâte à tartiner d'avance à la maison, toujours. J'aime bien acheter du chocolat chez mes confrères et mes consoeurs artisans et artisanes. Quand j'arrive dans une ville, je vais toujours chercher le chocolatier de la ville pour lui acheter du chocolat. Et parfois, je mange du chocolat d'autres artisans et je suis soufflée. Je me dis, waouh, il y a du level et tout, c'est super. Et parfois aussi, quand je mange les chocolats d'autres artisans, je me dis, quand même, ils sont vraiment bons nos chocolats. Hein. On l'oublie. Et je pense qu'on se rend plus compte de la chance qu'on a d'avoir ça sous le nez toute la journée, quoi. Où est-ce qu'on peut retrouver tes chocolats? Déjà, quel est le nom de ton entreprise qu'on n'a pas encore cité et où est-ce qu'on retrouve tes boutiques? Alors du coup, mon entreprise, ça s'appelle Tiffaine Corvez Chocolatière, donc un peu mégalo, mais voilà. Donc c'est mon nom avec chocolatière à la fin, et je vais avoir 2 boutiques. Donc il y en a une qui est à Fontenay-aux-Roses, donc là c'est vraiment la boutique mère avec le labo, il y a tout là-bas. Donc Fontenay-aux-Roses dans le 92. Et ma deuxième boutique, elle est à Cachan, dans le 94. Et quel métier tu aimerais découvrir sur Podtaf dans un prochain épisode? Alors, moi, je suis hyper intéressée par toutes les questions de physique quantique. Je trouve ça complètement fou et c'est presque de la philo en même temps que des sciences dures. Enfin, c'est très étrange comme discipline. Et j'avoue que ça m'intéresserait d'avoir un physicien quantique qui pourrait venir vulgariser un peu son métier. Voilà. Défi accepté. Je te remercie. On te remercie avec Sarah. C'était de ton génial. temps. Et direction ta boutique, qui n'est pas trop loin d'ici, je crois. Tout à fait. Merci à vous deux d'être venus et merci pour toutes vos questions. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à Podtaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de Podtaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne! Podtaf, Podtaf, Podtaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!